La dernière intervenante qui va se présenter devant vous avant une clôture en fanfare, c'est Frédérique Bedos. Alors Frédérique, je l'ai rencontrée il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 mois je crois. Elle n'aurait pas dû être dans ce programme parce que j'avais terminé mon cocktail Molotov avec tous les gens fantastiques que je trouve inspirés et inspirants. Et je l'ai écoutée à l'INSEAD, qui est un truc super élitiste, avec que des mecs, enfin bref, voilà, qui coûte une blinde, un espèce de MBA pour businessmen. Elle a pris la parole à la fin, et moi qui passe ma vie à écouter des gens, j'ai été super touchée. Je ne sais pas si elle vous touchera, je pense que oui. Elle a eu un discours sur les héros anonymes. Et comme dans Happy Happening, on essaye de fabriquer des héros, ça me parlait évidemment. Elle a tout à fait sa place ici. Elle a sa place en clôture parce qu'elle porte un discours qui est fort de sens, qu'elle a une histoire personnelle qui est magnifique et que je souhaitais absolument qu'elle soit présente devant vous ce soir pour vous faire passer ce message. Merci d'accueillir Frédérique des Héros Anonymes. Bonsoir. On parle de projets qui sont guidés par les anges, de bonté, de bienveillance. Je suis super contente d'être là, franchement. Alors, effectivement, donc, je m'appelle Frédérique Bedos, je suis journaliste. C'est un métier que j'adore, pour lequel en fait, je suis tombée dedans complètement par hasard. J'ai commencé à New York, après à Londres, après j'ai bossé un petit peu partout dans le monde. Et finalement, ça fait 20 ans que ça dure, donc surtout à la télé, à la radio. Et en fait, en 2008, eh bien, j'ai tout changé dans ma vie. J'ai eu un double déclic. Un déclic professionnel et un déclic personnel en même temps, et ça a fait le Big Bang dans mon cœur. En 2008, je pose un regard critique sur le monde des médias d'aujourd'hui et surtout sur le monde de la télé, dans lequel je baignais. Et je me dis finalement, les 3/4 du temps, dans les programmes de télé, eh bien, on montre le pire de nous. Or, on n'a pas besoin de la télé pour savoir qu'on est capable du pire. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est vraiment qu'on est capable aussi du meilleur. Et on a besoin d'être encouragé pour ce meilleur. Et à ce moment-là, donc, j'ai ce déclic personnel en même temps. Toutes les valeurs de mon enfance qui remontent à la surface, une enfance dont je n'avais jamais parlé. En 20 ans de télé, on m'invitait pour parler de moi, etc. Et je racontais toujours des conneries. Non pas par amour du mensonge, mais finalement, instinctivement, je protégeais mon histoire, l'histoire de ma famille, tout ça, parce que, voilà, quelle raison il y avait de s'étaler. Et donc là, j'ai tout qui remonte, et je vais vous en parler un peu, parce que vous allez mieux comprendre comment le switch se fait à ce moment-là. Je viens d'une famille un petit peu particulière, où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier. Tous les continents étaient représentés. Et si vous voulez, en fait, c'est d'abord l'histoire d'amour de Marie-Thérèse et Michel, mes parents adoptifs. Un jeune couple qui tombe amoureux, qui sait qu'il aime les enfants, mais qui n'a pas projeté comme ça d'en avoir une vingtaine à élever. Et en fait, il se trouve que peu de temps après leur mariage, après avoir emménagé dans une petite maison à Roubaix, à Croix d'abord, donc dans la banlieue lilloise, ils font une rencontre magique avec un homme extraordinaire qui s'appelle Edmond Kayser. Là aussi, si vous ne le connaissez pas, vous allez googliser. Edmond Kayser, c'était un Suisse qui venait de créer une ONG extraordinaire qui s'appelle Terre des Hommes, avec laquelle il faisait en sorte de sauver, véritablement sauver, tous les enfants du monde entier qui avaient besoin d'être sauvés. Et donc c'était un homme d'une personnalité incroyable, avec un grand sens de la justice. Et quand mes parents le rencontrent, ils ont un coup de cœur. Ils sont donc tout jeunes mariés. Et ils décident de s'engager à ses côtés. Et donc mes parents vont être ceux qui vont développer la branche française de Terre des Hommes. Et mon père, d'ailleurs, au fil du temps, deviendra le président de Terre des Hommes France. Ils font ça évidemment bénévolement. Et en fait, avec cet engagement bénévole, eh bien voilà qu'ils ont entre les mains tous les dossiers d'adoption. Et il faut trouver donc des familles pour des enfants venus du monde entier. Et en étudiant de près ces dossiers, ils se rendent compte que certains dossiers sont bien plus complexes que d'autres. Tellement complexes que certains de ces enfants, on peut dire directement qu'ils seront des enfants inadoptables. Et vous imaginez ce mot inadoptable, c'est comme si ça sonnait comme une condamnation. En gros, pour toi,
petit bonhomme, petite bonne femme, pour toi c'est déjà foutu, quoi. Ou en tout cas, ça va être très très compliqué. Et mes parents, en fait, à chaque fois qu'ils tombent sur un dossier de ce type-là, ils ont le cœur déchiré, ils se disent on ne peut pas le laisser de côté, on le prend. C'est comme ça que petit à petit, on va se retrouver très très nombreux. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut être inadoptable ? C'est un enfant souvent qui est un peu trop âgé, parce que les couples cherchent en priorité des tout jeunes enfants, voire même des bébés. C'est un enfant qui a déjà eu un parcours très traumatisant, très chaotique. Et du coup, ces traumatismes font que ça va être compliqué. C'est un enfant aussi qui peut avoir un handicap très lourd. Et parfois, c'est un petit peu de tout ça à la fois. Et donc, à chaque fois, mes parents se disent voilà, on ne peut pas le laisser de côté, on le prend. La maison n'était pas du tout prévue pour, mais là encore, c'est ça qui est magique, c'est que quand on décide d'accueillir, on trouve toujours de la place. La preuve, c'est que moi, quand je suis arrivée, j'avais 2 ans et demi, 3 ans, et moi, je suis arrivée avec ma maman. Ma maman, en fait, était très, très pauvre, et puis, un jour, elle rencontre sur son chemin un prêtre qui lui dit « Tu sais, Jeanne », c'est le nom de ma maman biologique, « Tu sais, Jeanne, toi et ta petite fille, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Et je connais une famille dans le nord de la France, je crois, qui vous accueillerait, et comme ça, tu pourrais prendre un peu de recul. » Et donc, moi, j'ai la main de petite fille dans la main de ma maman quand nous sonnons à la porte de cette maison. Il faut voir la petite maison avec un portail sur lequel il y a un écriteau où marqué « Ici, chien gentil ». Ça veut tout dire, hein ? Et donc, la maison était déjà bien pleine. Il y avait déjà une bonne dizaine d'enfants avec des lits superposés. Et pourtant, oui, ils nous accueillent, moi et ma maman, ils nous trouvent une place pour toutes les deux. Et donc, moi qui étais fille unique et qui vivais une vie de bohème avec ma maman, moi aussi, je connais la Manche, hein, et ça y est, je me retrouve avec tout plein de frères et sœurs, dis donc. Et en fait, du coup, j'ai pu vivre dans cette famille une expérience de vie extraordinaire. Il se trouve que ma maman, on va se rendre compte peu à peu qu'elle a des vrais problèmes psychologiques et en fait finalement psychiatriques. Et donc très régulièrement, elle se retrouve à aller en hôpital psychiatrique pendant 6 mois, 9 mois. Et pendant ces moments-là, moi je vis chez mes parents adoptifs et je fais des allers-retours comme ça toute mon enfance. Donc je suis fille unique d'un côté, puis de l'autre côté avec tout plein de frères et sœurs. Et alors, qu'est-ce que j'apprends dans cette famille ? J'apprends tout simplement que tout est possible. Tout, absolument tout, qu'il n'y a pas de limite. Et je vais vous en donner quelques preuves. Vous voyez, quand on est encore assez petit, donc j'ai une de mes sœurs qui arrive à la maison, une toute nouvelle qui arrive, qui s'appelle Cathy. Et Cathy, elle arrive, elle a 4 ans et demi, 5 ans, et elle est sourde profonde. Et quand elle arrive, elle est toute violence. On ne peut pas s'approcher d'elle sans qu'elle vous tire les cheveux, qu'elle essaye de vous cracher dessus, de vous griffer, etc. En fait, pendant ces 4 ans et demi d'enfance, elle était élevée par ses parents biologiques qui l'ont frappée de façon très très violente. Pendant 4 ans, ils l'ont vraiment martyrisée très durement. Et donc, le seul langage qu'elle connaissait, c'était la violence. Et jusqu'à ce qu'enfin les services sociaux se rendent compte et l'enlèvent de cette famille et que mes parents décident de l'accueillir. Et vous voyez, pendant des mois, à chaque acte de violence de Cathy, ma mère répondra toujours par une caresse. Déjà, ça vous donne un petit peu une idée du caractère de ma maman. Et puis, au bout de quelques mois après l'arrivée de Cathy, arrive un petit garçon du Cameroun qui s'appelle Gaston. Et Gaston n'avait plus de visage. Il était tombé dans un feu quand il était tout petit au Cameroun. Et donc, les gens étaient effrayés quand ils le croisaient dans la rue. Les gens hurlaient, changeaient de trottoir, alors que ça restait un petit garçon. Et donc, quand il arrive dans la maison, Cathy le voit de loin et elle montre avec des gestes qu'elle ne veut pas s'approcher de lui. Elle est effrayée. Alors évidemment, personne ne l'oblige, mais Cathy va observer Gaston de loin pendant plusieurs jours d'affilée. Et puis elle, qui est sourde, peu à peu va se rendre compte que Gaston est quasiment aveugle. Parce que dans le feu, il a perdu un œil et puis l'autre ne voit plus que quelques dixièmes. Et peu à peu, elle va s'approcher de Gaston, puis elle va lui prendre la main, et puis elle va lui faire visiter toute la maison. Et un amour énorme, immense, né entre Gaston et Cathy. Quand on voit les photos de nous petits,
on voit que Cathy le regarde avec une tendresse incroyable. Et alors Gaston avait perdu une partie de ses cheveux. Derrière, ça lui faisait comme une tonsure, comme pour les moines. Et c'était devenu l'endroit préféré pour Cathy, pour l'embrasser. Voilà un petit peu le type de... Voilà, c'était notre quotidien, quoi. On vivait des choses comme ça, qui finalement nous montraient que tout est possible. C'est-à-dire que, vous voyez, l'adoption, c'est quelque chose de compliqué. Un enfant qu'on adopte, il souffre d'une souffrance terrible, celle de l'abandon. Et ça laisse vraiment quelque chose qui fait qu'il y a une peur d'être abandonné à nouveau, une culpabilité, l'impression que peut-être c'était de ma faute si j'ai été abandonné. Et tout ça peut créer une certaine colère. C'est pour ça que c'est compliqué. Vous vous retrouvez avec des enfants qui parfois réclament plus d'attention avec beaucoup de colère, etc. Ils le revendiquent très durement. Et donc, quand on y pense, finalement, mes parents, en adoptant tous ces enfants, ils juxtaposaient les uns à côté des autres des problèmes. Et donc, normalement, ça devrait faire la cata. C'est clair. Et là, on se rend compte que c'est peut-être ça qui a fait que le miracle a pu se faire, c'est-à-dire la démesure. Vous savez, c'est saint Augustin qui disait « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». Et c'est un peu ça. Parce que finalement, chacun, on pouvait... se plaindre de notre destin difficile et être en colère, mais à côté de soi, il y avait un petit frère ou une petite sœur qui avait peut-être encore plus de raisons que nous de se plaindre. Et donc, au lieu de regarder son petit nombril à soi et être en colère, on se décentre de soi pour regarder à l'autre et voir comment on peut l'aider, comment on peut l'aimer. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en faisant ça, on se sauve soi-même. Et c'est toujours comme ça. Je ne peux pas ne pas vous dire, parce que j'ai 1000 anecdotes sur l'histoire de ma famille, mais je peux quand même vous faire part de mon petit frère Pierre-Vincent, de son arrivée. On est donc déjà nombreux, on doit être une bonne douzaine dans la petite maison, elle commence à craquer. Et puis mes parents entendent parler d'un petit garçon qui est à Tours, dans une pouponnière. Il a 2 ans et demi et c'est très urgent de trouver une solution pour ce petit garçon parce que les pouponnières ne sont là que pour les bébés. Et donc il arrive à un âge limite. Et les services sociaux, ne sachant pas quoi faire de Pierre-Vincent, ont décidé que si on ne lui trouvait pas de famille, on le mettrait dans un hôpital psychiatrique alors qu'il est totalement sain d'esprit. Qu'est-ce qui fait que le cas de Pierre-Vincent est si difficile, si compliqué? Pierre-Vincent est né sans bras et sans jambes. Et il a été abandonné à la naissance. Quand mes parents entendent parler de ce petit garçon, immédiatement, ils ont le cœur qui bat. Ils vont lui rendre visite et pour ne pas l'effrayer, ils sont obligés de porter une blouse blanche parce qu'il n'a jamais vu de personne sans blouse blanche, que des médecins ou des infirmières. Et il tombe littéralement amoureux de lui, de ce petit garçon. Alors ils rentrent à la maison et ils ont bien conscience que ça va être une énorme responsabilité, que c'est un peu particulier, qu'on est déjà nombreux et pour la plupart en bas âge. Et donc pour la seule et unique fois, ils vont nous réunir tous dans le petit salon de la petite maison de l'époque et ils vont nous raconter, ils vont nous dire voilà, on a rencontré un petit garçon, il s'appelle Pierre-Vincent, il a ni bras ni jambes. Et donc si on le prend, on a besoin de votre permission parce qu'on aura besoin de vous pour s'occuper de lui jour après jour. Parce qu'évidemment, il faudra être là, attentif à ses moindres besoins. Donc, on vous laisse toute l'après-midi pour réfléchir, et puis ce soir, vous nous direz quelle est votre réponse. Et alors, je me souviens très très bien, comme si c'était hier, je suis montée dans ma chambre avec ma sœur Hélène, qui est de Bangalore, Inde du Sud, avec ma sœur Virginie, de Corée, et puis on est allé prendre une de nos poupées préférées, puis on lui a enlevé les bras et les jambes pour regarder à quoi ça ressemble. Les enfants, c'est très concret. Alors, c'est quoi le problème exactement? Puis on a regardé, et puis franchement, on n'a pas vu où était le problème, parce que ce qu'on a vu d'abord, c'est que ça restait un petit garçon. C'était une évidence. Et donc ce soir-là, quand on s'est retrouvés dans le petit salon, ça a été à l'unanimité. À l'unanimité, mais bien sûr, papa, bien sûr, maman, on veut le prendre. Et là, on a senti qu'il se passait quelque chose de spécial, parce que mes parents ont fondu en pleurs. Et ce n'était pas tous les jours qu'on voyait nos parents pleurer. Donc on sentait qu'il se passait quelque chose. Alors il a fallu attendre quelques mois avant que les dossiers, etc., soient prêts. Et puis, ça y est, ils partent le chercher. Et donc, on ne savait pas exactement à quelle heure il rentrerait, parce que le temps de faire le chemin entre Tours et Croix, et la banlieue lilloise. Et puis donc on attendait dans la maison, et il y avait une ambiance un petit peu comme si on attendait le petit Jésus dans la crèche, quoi. Et puis ça y est, ils sont arrivés. Et alors ma maman et mon papa, ils sont très grands, très élancés, très beaux.
Et maman avait donc Pierre Vincent dans les bras. Et alors un petit garçon de 2 ans et demi, sans bras ni jambes comme ça, ben, on dirait un petit bébé de 6 mois, quoi. Et il avait une bouille tellement craquante, on a fondu. Et là, d'un coup, vraiment, c'était incroyable, parce que c'était vraiment comme un énième miracle, mais un miracle vachement, vachement fort, quoi. Parce qu'il se vivait déjà des choses merveilleuses dans ce foyer, dans cette famille, mais lui, il nous a soudés. D'un coup, il nous faisait le cadeau de pouvoir être ses bras, être ses jambes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'était fabuleux. Et alors, pour vous dire à quel point, vraiment, les miracles de l'amour, Pierre Vincent, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Pierre Vincent, c'est juste la joie de vivre incarnée. Il a des petits moignons jusque-là. Et du coup, mon père, comme il était très bricoleur, il lui avait fait une planche à roulettes avec du molleton au-dessus et des roulements à billes en dessous. Du coup, il pouvait se mettre sur le ventre et avec ses petits moignons, il pouvait se propulser. Donc, il passait entre vos jambes et tout en faisant « comme ça ». Et alors, voilà, la joie de vivre incarnée, quoi. Et quand il y avait des gens qui venaient voir ma mère parce qu'ils étaient un peu déprimés, ils disaient « Ah, c'est Marie-Thérèse, en ce moment, ça va pas ». Et puis d'un coup, il y avait Pierre Vincent « Oh, oui, finalement, c'est pas si grave ». Apprendre à relativiser, c'est peut-être pas mal. Et aujourd'hui, Pierre Vincent, c'est le seul sportif de haut niveau de la famille, dis donc. Il est champion de France de tir à la carabine pour la 3e fois et il est champion d'Europe de foot fauteuil électrique en division 1. Ça le fait, non ? Je suis extrêmement fière de lui, évidemment, et je suis extrêmement fière de tous mes frères et sœurs. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'en 2008, j'ai tout ça qui remonte à la surface. Et qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, mais finalement, des gens comme mes parents, ce sont des héros. Des héros dont personne ne parle. Des héros de l'ombre, des héros humbles. Parce qu'ils n'ont pas fait ça pour qu'on en parle, ils n'ont pas fait ça pour la gloire. Ils trouvent d'ailleurs que c'est tout à fait normal, ils ne voient pas pourquoi on en parle. Donc, je me suis dit, mais en fait, il y en a plein des gens comme ça. C'est juste qu'on n'en entend jamais parler. Et je crois qu'il est temps maintenant que nos médias soient utiles à nouveau. Ce serait peut-être pas mal. Et je crois qu'en fait, s'ils mettaient en lumière ce genre de héros et d'héroïnes, ces personnes qui peuvent vraiment nous inspirer, dont le message de vie est « oui, tout est possible ». Et oui, toi aussi, tu peux le faire. Et oui, même mieux que ça, fais-le parce qu'on a besoin de toi. Et ben ça, c'est vraiment un média utile. Et je me suis dit, ok, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai quitté le monde de la télé traditionnelle du jour au lendemain. Et je me suis dit, je vais faire un média totalement philanthropique, qui ne sera pas là pour amasser du pognon, mais qui sera là pour en distribuer. Et donc, le projet Imagine, c'est sur Internet, www.leprojetimagine.com. Le cœur du projet, faire les portraits de ces héros, ça veut dire faire du journalisme avec espérance. Parler des problèmes, oui, mais via notamment des personnes qui ont trouvé des solutions et qui réussissent jour après jour à sauver des vies. Et qu'est-ce que ça nous montre ? On peut s'identifier à eux, parce qu'ils n'ont pas forcément le porte-monnaie de Bill Gates ou le cerveau d'Einstein, mais ils ont la niaque, ils ont le cœur qui bat, ils ont l'envie, le dynamisme, l'imagination, et surtout, ils ont des résultats, et c'est bluffant. Donc voilà, un média qui ne marche qu'avec vos dons, et qui, au bout de la boucle, donne des coups de pouce financiers aux héros qui en ont le plus besoin. Vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine. Voilà, merci beaucoup.